Bienvenue tout le monde à un troisième épisode de Dialogue. Donc, le premier épisode a été consacré à l'apologie de Socrate, de Platon. Le deuxième épisode a été consacré au prince de Machiavel. Donc, deux classiques quand même de la philo. Aujourd'hui, on aborde un autre gros morceau. Donc, Platon est un énorme morceau, Machiavel aussi, aucun de ces épisodes-là n'a la prétention de faire le survol complet et exhaustif de la pensée de ces auteurs-là. Évidemment, ce serait impossible à faire. On pourrait faire 25 podcasts juste sur Platon. On reviendra aussi, on a déjà expliqué la formule, hein, on se promène un peu comme ça, on y va par les œuvres plutôt que par les auteurs comme tels, sinon ce serait impossible de faire des capsules comme on fait d'une demi-heure, 40 minutes. Et aujourd'hui, Jean-François, qui est encore là pour me- m'accompagner dans cette aventure-là, on va parler de John Locke. Donc, John Locke, qui est un philosophe anglais, donc qui est né à Rington, dans ce qu'on appelait à l'époque le Royaume d'Angleterre. Je pense peut être à juste titre considéré comme, sinon mais l'un des pères, en tout cas fondateur de ce qu'on appelle le libéralisme. À l'époque, le libéralisme n'est pas séparé en différentes ramifications, libéralisme économique, libéralisme philosophique, et il n'y avait pas on appelle à la fois un libéral, quelqu'un qui est économiquement libéral, et un gauchiste liberal. Donc, tous ces trucs-là n'existaient pas. C'était un seul et même courant. Donc, si je le présente brièvement, avant de rentrer dans quelques petits détails, on va essayer de faire ça quand même assez méthodique pour pas trop se perdre. Donc, John Locke, né en 1632, décédé en 1704, philosophe anglais, évidemment, comme je l'ai dit, figure majeure de la philosophie des Lumières, même s'il vient un petit peu Petit peu avant. avant. C'est un précurseur de tout ça. C'est un précurseur du libéralisme, c'est un précurseur des Lumières, influencé Montesquieu, influencé Rousseau, Voltaire. Et il a Euh, aussi influencé l'événement politique le plus marquant du 18e siècle, qui aurait été la Révolution américaine. Ça, on aura le temps d'en reparler plus longuement, là. Absolument. C'est quelqu'un qui, a fait quand même des études assez substantielles à la Westminster School, poursuivi ses études à la célèbre université d'Oxford. Il a développé à cette époque-là un intérêt pour la médecine, la philosophie, la politique. Tu sais, c'est l'époque où tu peux être médecin, philosophe, astrophysicien, ouais, tu sais, c'est militaire, c'est cette Ouais. époque-là, hein, tu sais, avant la spécialisation des sciences. Aussi Euh, conseiller politique c'est ça. du comte de Shaftesbury, qui a joué un rôle important lors de la glorieuse Révolution anglaise. Ah oui, c'est un touche-à-tout. Absolument. Et ça a été, il a travaillé aussi à Oxford. Il a eu des relations avec des personnages très influents de l'époque, notamment Isaac Newton. Euh, il va être exilé pendant un bout, hein, d'Angleterre. Il va fuir en Hollande, notamment en raison de ses implications politiques. Il retourne en Angleterre après la Révolution en 1688 et il passe les dernières années de sa vie essentiellement à écrire plusieurs de ses œuvres ou à peaufiner plusieurs de ses œuvres qui vont être publiées. Parmi ceux-ci, évidemment, des classiques comme Essai sur l'entendement humain, qui a été publié en 1690, je crois. Le deuxième traité sur le gouvernement civil. Il y a plusieurs. Tu sais, une machine c'est une machine à écrire. John Locke a publié énormément dans des thèmes tous aussi, tous un peu interreliés, mais tu sais, ça a été un des premiers à parler des droits de ce qu'on appelle les droits naturels, qui Ouais. sont inaliénables. Donc, ça, c'est quelque chose qui est raisonnable. C'est un peu pour ça aussi qu'on veut parler de cet auteur-là. C'est-à-dire que John Locke, ça a été un des premiers. Puis je te laisse commenter après ça, mais à parler de choses comme le droit de propriété, la liberté, le droit à la vie, ce genre de choses-là qui, avant et encore aujourd'hui par certains, sont considérés comme des espèces de privilèges, hein, comme ça, qui sont accordés par le droit. On veut bien vous laisser le droit d'avoir une propriété. Et John Locke, ça a été le ou l'un des premiers, en tout cas, c'est toujours embêtant de donner l'origine
de la première personne qui a eu telle idée, on ne sait jamais finalement, mais c'est un des premiers à avoir dit non, non, les humains, naturellement, ont des droits, Nice. naissent avec des droits. C'est pas les Et gouvernements qui donnent ces droits-là aux individus. C'est la absolument. nature qui donne ces droits-là aux individus. C'est le rôle de l'État de protéger ces droits-là et non pas de les donner. D'où Et toute ça, la c'est question des droits fondamentaux qui sont enchâssés dans les grandes chartes ou les constitutions libérales de par le monde. absolument. Puis, bon, ben, tu me disais avant qu'on commence, tu dis, moi, de la manière dont je l'enseigne, c'est, bon, John Locke, c'est relié à ce que tu appelles les 5 piliers du libéralisme. Je te laisse le redire, parce que je trouvais que tu avais une bonne formulation. Oui, c'est ça. Ben, moi, lorsque j'enseigne Locke à mes étudiants, je le présente vraiment comme le précurseur, le père fondateur du libéralisme politique. Puis le libéralisme politique, ça tourne autour de 5 piliers principaux qui sont l'individualisme. Donc, c'est la société qui est au service de l'individu et non l'inverse. L'égalité, tous les êtres humains sont tous égaux, naissent tous libres et égaux en droit. La nature leur donne tous les mêmes droits fondamentaux. Ensuite, le droit à la propriété, qui chez Locke est quand même un droit très général. C'est pas uniquement là, mon terrain puis ma maison. C'est la propriété, c'est aussi ce qui est dans notre tête. Donc, les idées et Oui, ce qu'on va discuter un petit peu plus longuement aujourd'hui, les croyances religieuses, c'est inhérent aussi à ce que nous sommes, notre droit de propriété. Ensuite, vous avez la liberté négative. Ça, la liberté négative, imaginez-vous qu'autour de vous, vous avez une bulle à l'intérieur de laquelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et cette bulle-là, ça doit être la plus grande possible. Et l'État n'a pas le droit d'interférer, d'intervenir dans ce que vous faites à l'intérieur de cette bulle-là. Donc, oui, c'est l'image que je donne souvent. La liberté négative, ça consiste en ça. Puis cette bulle-là doit être la plus élargie possible si on veut réellement dire qu'on vit dans une société libérale. Puis ensuite, le dernier pilier, c'est la tolérance, surtout en matière de tolérance religieuse. Puis ça, on pourra en discuter plus longuement aujourd'hui. Mais ça, donc, pour John Locke, il s'imagine, c'est pas le premier, Thomas Hobbes, quelques décennies auparavant, avait utilisé oui, l'analogie de l'état de nature. Puis pour Hobbes, l'état de nature, c'est un état de guerre constante entre tous les êtres humains. C'est la raison pour laquelle ils doivent en sortir puis créer un état. Et ça va créer, on pourra en faire un prochain dialogue sur Hobbes. Ça crée une dynamique très différente entre l'État et les individus que dans le cas de oui, Locke. Dans le cas de Locke, l'état de nature peut être paisible parce que les individus savent qu'ils ont des droits naturels, qui sont les droits à la vie, à la propriété, de pouvoir s'exprimer librement. Bref, ce qui est synthétisé comme étant le droit au bonheur. Ça, c'est fondamental parce qu'un siècle plus tard, Thomas Jefferson, lorsqu'il a rédigé la Déclaration de l'indépendance oui, des 13 colonies, il y avait cette expression-là qui se trouvait dans le préambule de la Déclaration d'indépendance. Donc, d'où le lien très explicite entre la pensée de Locke et la Révolution américaine. Donc, on a tous le droit au bonheur, on veut tous en profiter pleinement, ce qui implique qu'on doit aussi permettre aux autres d'en profiter pleinement. Donc, on doit se montrer respectueux à l'égard des droits naturels d'autrui, qui ont un droit aussi égal que nous à pouvoir jouir du droit au bonheur. Donc, oui, pour différentes raisons, malheureusement, les individus se doivent de sortir à un certain moment de l'état de nature puis de signer un contrat social. Et c'est le rôle de l'État de s'assurer que les droits naturels des individus vont être respectés et s'assurer qu'il va y avoir une coexistence pacifique entre tous les individus qui habitent à l'intérieur de la même société. Donc, et ça, pour s'assurer que les droits individuels vont être respectés, ben, ils doivent d'abord et avant tout être enchâssés dans une charte, dans une constitution, qui ne peut pas être amendée à n'importe quel moment, sur n'importe quel coup de tête par les gens qui gouvernent. Et c'est surtout l'État qui simplement qui a la responsabilité de s'assurer de la protection de ces droits-là. Donc, ça veut dire que les gens qu'on choisit d'élire, qui prennent des décisions en notre nom, ils sont simplement les dépositaires de notre droit naturel, ce qui implique pour Locke aussi la mise en place d'une démocratie représentative, très décentralisée aussi. Il ne faut surtout pas, dans l'optique où certains individus peuvent déterminer ce qui est bon pour nous, peuvent prendre des décisions en notre nom, il faut surtout éviter la concentration des pouvoirs parce qu'il pourrait y avoir une dérive potentielle, puis ces gens-là pourraient prendre en otage nos libertés individuelles, les suspendre, et ça serait facile pour eux si les pouvoirs étaient concentrés. Donc là, c'est aussi l'idée d'un pouvoir représentatif, très, très, très décentralisé,
ce qui fait en sorte que les gens qui sont dépositaires de la protection de nos droits, à échéance régulière, aux 2 ans, 4 ans, 5 ans, il y a des élections, ils doivent rendre des comptes sur la façon avec laquelle ils ont pris des décisions en notre nom. Si on est Oui. d'accord avec les décisions qu'ils ont prises, ben on les réélit. Puis si on n'est pas d'accord avec les décisions qu'ils ont prises, ben on les défait puis on les remplace par d'autres personnes dont on croit qu'ils vont être davantage en mesure de mieux respecter nos droits naturels. Absolument. Ben, écoute, il y a quelques concepts là, clés ou quelques notions clés chez Locke, je pense que les gens doivent avoir en tête. Tu as déjà parlé de quelques-unes. Bon, le concept de l'état de nature et de contrat social, c'est des concepts que les gens ont peut-être déjà entendus parler chez Rousseau, notamment chez Hobbes, comme tu l'as dit. Lui se situe un peu ni d'un côté ni de l'autre là, sur cette question-là. Hobbes, lui, pense plutôt que, bon, à l'état de nature, c'est sa fameuse phrase, là, l'homme est un loup pour l'homme, les gens Ah oui. sont, Il n'y a aucune moralité. il y a Pour Hobbes, aucun. dans l'état de nature, il n'y a aucune moralité. Et C'est la ça. seule façon de créer de la moralité, faire en sorte qu'on se respecte les uns les autres, c'est lorsqu'on crée un ordre politique qui va être chargé de punir les contrevenants. Donc, Absolument. pour Hobbes, la moralité est post-politique, alors que pour Locke, il peut y avoir de la moralité dans l'état de nature. On n'a pas besoin d'un gouvernement pour être en Ouais. mesure de se respecter mutuellement. Oui, parce que Donc, oui, parce que le propre de l'être humain, c'est de voir dans un autre être humain son semblable. Et quand tu vois ton semblable, tu lui reconnais les mêmes droits, entre guillemets. Tu sais, là, on comprend le mot droit comme quasiment avec un avocat impliqué là-dedans, mais vous comprenez, un droit naturel, c'est pas exactement ce que ça veut dire, là. Il n'y a pas de justice impliquée là-dedans, c'est avant ça, là. C'est comme un principe, un principe fondateur, si on peut dire. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, vous êtes un être humain. Vous reconnaissez que l'individu avant de vous, c'est un être humain aussi. Vous pensez vous pensez que vous avez le droit à votre intégrité, vous avez le droit d'exister. Ben, en reconnaissant l'autre comme étant votre semblable, vous lui reconnaissez aussi naturellement les mêmes droits que vous avez. les mêmes droits que vous avez. Puis, tu sais, Donc, ça, Locke, c'est. les droits naturels pour Locke découlent de Dieu. Et puis, d'une certaine Oui, façon, c'est l'application de la Bible, du seul et unique commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Essentiellement, ben, oui. traitez-vous réciproquement comme vous souhaiteriez que l'autre vous traite aussi. Oui, Donc, je veux être libre, ben, je conçois que l'autre personne veut aussi être libre. Donc, je vais respecter sa liberté, puis en retour, cette personne-là va respecter mon droit à la liberté aussi, là. absolument. Et dans l'œuvre de Locke, bon, il y a ce concept-là. Il y en a un autre qui est assez important aussi, c'est le concept de la table rase. C'est-à-dire que Locke pense que j'essaie de le dire dans des mots qui ne seront pas inutilement compliqués, mais il pense que l'esprit humain, c'est comme une feuille blanche, si on peut dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de connaissances innées ou de mécanisme mental inné en dehors de ce qui vous a été appris, en dehors de comment on vous a éduqué. Contrairement, par exemple, à, je sais pas, on pourrait prendre n'importe quel penseur un peu du déterminisme. Si vous allez dans une approche marxiste, on va dire bon, que les idées que les gens ont sont essentiellement reliées à leur appartenance de classe, à leur groupe social. Si vous allez chez Freud, on va dire, ben, par exemple, je sais pas, moi, le complexe d'Oedipe, c'est les enfants naissent avec tout être humain naît avec des mécanismes inconscients qui font que dans ton développement, à un moment donné, tu vis X, Y chose parce que tu es déterminé comme ça. Locke ne croit pas du tout à ça. Il pense plutôt que l'esprit acquiert des connaissances par l'expérience sensorielle. Et ça amène à un autre point, c'est que Locke était un empiriste. Donc, un empiriste, c'est quoi en philosophie? C'est l'idée que les connaissances viennent de l'expérience. Les connaissances, ils ne flottent pas dans l'air comme ça, ils viennent de l'expérience, de ce que vous vivez dans votre vie, puis ils sont construites par les interactions avec le monde extérieur, puis avec les autres aussi. Donc, c'est pour ça que tu te reconnais en l'autre, c'est que tu fais des interactions avec les autres, et c'est là que tu te rends compte que finalement, ils sont tes semblables. C'est cet a priori-là influence tout le reste de sa pensée. Sur le plan politique, il y a aussi l'idée importante chez lui, quand même, aussi de la séparation des pouvoirs. Donc, Locke Très, très, aussi, très fondamental très, chez très lui. fondamental. Ça a inspiré beaucoup de ça. On parle beaucoup de Montesquieu quand on parle de la séparation des pouvoirs. Puis c'est vrai que Montesquieu écrit une brique là-dessus. Mais Locke aussi, c'est un des premiers là, à formuler ce concept-là de séparation des pouvoirs dans lequel tu as un gouvernement qui serait divisé dans des branches distinctes
tels que, tu sais, je ne sais plus comment ils les nomment, mais grosso modo, c'est exécutif, législatif, judiciaire. Là. Judiciaire, oui. Et Mais même à l'intérieur du pouvoir législatif, on peut avoir 2 chambres. Comme c'est oui, par exemple aux États-Unis, vous avez la Chambre des représentants, vous avez aussi le Sénat, et ces 2 chambres-là, interagissent pas nécessairement en synergie l'une avec l'autre. Lorsque les 2 chambres sont absolument. contrôlées par des partis différents, ça va forcer, les représentants de part et d'autre, à faire preuve de compromis. Puis c'est Ben, le check exactement and balance, c'est le là que c'est un des premiers à avoir ouais, théorisé ou apporté cette idée-là. C'est-à-dire que, contrairement à chez Hobbes, dont on parlait avant, où le Léviathan a c'est la Euh, pleine c'est concentration des c'est- pouvoirs, c'est là, la pleine dans le cas de concentration Hobbes. des pouvoirs dans les mains d'un individu ou en tout cas d'un groupe d'individus. Chez Locke, il y a l'idée que, et c'est toute sa philosophie est traversée par ça. Tu sais, on va parler dans quelques instants, parce que le but, c'était ça, la lettre sur la tolérance. Tout ce qu'il dit sur la tolérance religieuse, c'est il défend que le principe que dans une société juste et civilisée, l'État n'a pas le droit d'imposer une religion particulière, puis la liberté de conscience, finalement, des individus doit être protégée. Et pourquoi il pense comme ça? C'est que c'est une forme. Lui, en fait, il pense que le fait qu'il y ait une multiplicité de croyances dans la société, ça empêche l'État d'exercer un monopole sur les consciences. Là, je le dis, je Mmh. paraphrase un peu comme elle le dit, mais je le dis pour que l'auditoire le comprennent dans des termes plus contemporains, là, mais c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que si vous vivez dans un endroit où il y a une pensée unique, l'État a un monopole sur les croyances, parce que c'est ce que c'est. Hein. Si le pouvoir religieux est accoquiné avec le pouvoir de l'État, l'État en revient à avoir un monopole sur la souveraineté mentale des individus, si on Exactement. peut dire. Puis juste, rapidement, parce qu'on on fait référence à Hobbes, puis à la concentration des pouvoirs, puis, Locke, la diversité des pouvoirs, c'est que de part et d'autre, l'objectif des gouvernements pour Hobbes et pour Locke était pas le même. Pour Hobbes, c'était d'assurer la sécurité des gens, Sécurité. tandis que pour Locke, c'est de garantir le respect des droits naturels des individus, de leurs libertés fondamentales. Donc, on s'entend puis on fait le parallèle avec, la pandémie ici. Vous faites face à un problème sécuritaire, ben, ce qu'on s'attend de la part de l'État, c'est des mesures rapides qui vont être efficaces. On n'a pas le temps de commencer à discuter pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines avant de prendre une décision. Il faut agir immédiatement. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour Hobbes, qui était sa préoccupation, assurer la sécurité des gens, le pouvoir devait être concentré entre les mains d'une seule personne, le Léviathan. Or, pour Locke, faire ça, c'est un risque. Parce que si vous demandez à une seule personne d'être dépositaire des droits naturels des individus, ben, il n'y a rien qui peut empêcher cette personne-là de les violer à n'importe quel moment. Donc, pour empêcher ça, il faut qu'il y ait une diversité des pouvoirs, il faut qu'il y ait un système de check and balance entre les différentes institutions pour justement rendre difficile, voire même impossible, la confiscation des libertés individuelles des individus. Donc, c'est pour ça, dans mon livre Homo Superstes, je dis que le libéralisme actuel dans les sociétés libérales, comme au Québec ou dans les sociétés occidentales un peu partout dans le monde, ont pris davantage une tangente hobbesienne, alors que pendant la guerre froide, le libéralisme était davantage pensé en termes lockéens. Puis ça, Oui, ça change complètement la dynamique entre les représentants de l'État et les citoyens. Parce que dans une dynamique sécuritaire, on s'attend à ce que les individus s'écrasent devant le pouvoir, ne contestent pas les décisions qui sont prises par le Léviathan, tandis que dans un système lockéen, ben, on est conscient qu'on délègue à des individus la responsabilité de défendre nos droits, ce qui implique en revanche, puis c'est tout à fait normal, de faire preuve de méfiance à leur oui, égard. ben oui. Pas leur faire entièrement et aveuglément confiance, c'est toujours garder un œil sur eux. Donc, mon droit de propriété, donc, ça implique de prendre un petit peu d'argent de mes poches pour pouvoir, par le biais de la taxation ou de l'imposition, pour pouvoir mettre en place des systèmes de redistribution de la richesse, payer des infrastructures, etc., etc. Donc, ce que vous faites avec cet argent-là pour bâtir des hôpitaux, des ponts, c'est mon argent. Donc, je suis prêt à déléguer, à sacrifier une partie de ma propriété pour le bien commun, mais encore faut-il que vous preniez les bonnes décisions puis vous ne soyez pas en train de garrocher mon argent par les fenêtres inutilement, parce que ça, si c'est le cas, ben, je ne l'accepterai pas, puis aux prochaines élections, je vais vous sanctionner. Oui. Donc la dynamique entre l'État et le citoyen, dans une dynamique hobbesienne ou lockéenne, elle est complètement différente.
Absolument. Pourquoi la lettre sur la tolérance? Deux raisons, à mon avis. Peut-être que tu en as d'autres de ton côté. Une très pratique, c'est que un des textes les plus faciles à lire de Locke, c'est court, c'est pas Ouais. très long. Et le deuxième point, pourquoi c'est pertinent, c'est, je l'ai déjà expliqué, pas dans la série de podcasts qu'on fait, mais dans un autre podcast. Si vous prenez un philosophe, par exemple, comme Platon, les Grecs disaient, il y a deux Platons. Il y a le Platon exotérique, celui des livres, qui sont parvenus jusqu'à nous, c'est-à-dire des traités qui étaient écrits pour que les autres puissent y avoir accès, les autres étant les membres de d'autres écoles philosophiques, les autres savants du village, de la cité. Et il y avait l'enseignement ésotérique. Là. Ésotérique, c'était pas on fait brûler de l'encens, puis c'était au sens généalogique, c'était au sens littéraire du terme. Ésotérique, ça veut dire intérieur, extérieur, intérieur. Ésotérique, c'était, on disait, il existe un enseignement de Platon que seuls ceux qui ont été à l'école platonicienne connaissent. Parce qu'il dit des choses pour le grand public et il dit des choses pour son public à lui. Finalement, on a très peu, on sait plus ou moins ce que c'était, autre que par la bouche de ses disciples. Ben, la lettre sur la tolérance, c'est un peu ça. En fait, c'est une lettre qui était adressée de manière un peu anonyme originellement, mais en fait, elle était destinée à un de ses amis proches qui s'appelle Philippe Limborg. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Là. Et lui l'a publié sans l'autorisation de Locke après son décès. Et c'est là qu'il défend, là, bon, il dit toutes sortes de choses là-dedans sur la religion, le gouvernement. Euh, et je pense que c'est intéressant parce que là, on a comme ce qu'il voulait dire lui-même. Il n'y a pas de raison de penser que lorsqu'il écrivait à son ami dans une lettre qui n'était pas destinée à être rendue publique, on n'a pas tendance à penser qu'il édulcorait son propos, ce qui aurait pu être le cas dans d'autres traités que tu dis, bon, il y a toujours la risque de persécution politique et autres. Donc, il y a fort à parier que le vrai Locke, entre guillemets, le C'est fond de sa le pensée, vrai fond de sa pensée le dans sa vrai lettre fond sur de la sa pensée tolérance. se trouve dans cette lettre-là. Essentiellement, bon, il dit plusieurs choses dans cette lettre-là, mais il dit trois choses essentiellement. Un, les individus ne peuvent pas déléguer à l'État le soin de s'occuper de leur âme. Et ça, c'est des mots qu'il utilise là-dedans. Ça, je pense que c'est une phrase assez puissante encore aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a l'idée, même chez Locke, que les droits naturels dont on a parlé, les droits naturels inaliénables, on ne peut pas vous les enlever, mais même vous, en fait, vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est un peu compliqué à comprendre. Là. Ça peut paraître un peu ésotérique, là, mais là, dans l'autre sens du terme. Mais pour Locke, là, même un individu qui dit ah ben moi, mettons, je sais pas, on entend, mais je prends quelqu'un au hasard comme ça, là, mais mettons quelqu'un qui dirait moi j'aime ça, les règles, ça m'empêche de penser. Ben Locke, lui, il dit c'est techniquement, tu n'es pas supposé déléguer ton libre arbitre à un autre individu. Tu es supposé en tout temps de rester souverain de toi-même. Si on le dit. Contrairement aux droits de propriété, parce que, ben, évidemment, si on vit dans une société avec plusieurs millions de personnes, il faut nécessairement qu'il y ait un système de taxation, d'imposition pour pouvoir payer les services publics. Donc, il est tout à fait normal qu'une partie de notre propriété privée, donc de notre salaire, soit reversée à l'État. Donc, c'est une obligation, c'est une nécessité de se soustraire d'une partie de ce droit-là, mais avec notre consentement. Si on y consent, ça va. Dans le cas des Américains au 18e siècle, c'était ce qui faisait défaut. Leur droit à la propriété était violé sans leur consentement. On pourra en reparler là, de l'héritage loquin de la Révolution américaine. Mais dans le cas de la liberté de conscience, ben, vous ne pouvez pas déléguer votre liberté d'opinion. Vous restez à 100% roi et maître de ce à quoi vous pensez. Ça peut être des pensées laïques, mais ça s'applique aussi aux pensées, aux croyances religieuses. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que le prochain point est relié à ça directement. C'est. Il le résume un peu comme suit. Il dit l'exercice de la force ne peut pas contraindre les âmes, juste les amener à l'obéissance. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même si vous forcez les gens, prenons par exemple la loi sur la laïcité, même si vous forcez les gens à adopter X, Y comportement, ou toute autre loi, vous pouvez prendre n'importe quel autre exemple,
vous ne les forcez pas à se conformer à une règle, vous les forcez à obéir. Donc, en réalité, vous avez un idéal, dire, ben, tout individu représentant l'État en position d'autorité devrait être neutre. Ça, c'est votre idéal, c'est votre principe. Mais là, que lui dit, oui, mais tout ce que vous faites avec vos lois, par exemple, c'est de vous assurer de leur obéissance. Vous vous assurez, ils vous garantissent, ils ne veulent pas perdre leur emploi, que oui, oui, je ne mettrai pas de signes religieux et je ne ferai pas de prière, par exemple. Mais à l'intérieur de leur âme et de leur propre Ouais. conscience, vous ne les contraindrez jamais Mhm. par rien qui est en votre pouvoir à adopter les préceptes que vous avez adoptés. C'est pour ça que le salut de l'âme ou le- la souveraineté de soi, si on peut dire, on parlera en termes libertariens, tout ça a abouti à ça à un moment donné. Un des premiers principes de la pensée libertarienne, c'est que les gens sont propriétaires d'eux-mêmes. Mais là, qui d'une certaine manière, il serait d'accord avec ça. C'est-à-dire que vous avez une propriété sur vous-même que vous ne pouvez pas déléguer à quelqu'un d'autre. De même, un humain ne pourrait pas se vendre en esclavage à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est contre le. C'est, On c'est, comprend que ça c'est- peut arriver techniquement, là, mais je veux dire, ouais. dans la vision lockéenne, dans la philosophie lockéenne, ce ne sont pas des droits que vous pouvez abandonner. Non. Euh, Par contre, dans une société non libérale, totalitaire, comme ça a été le cas c'est pendant ça. le 20e siècle, là, c'est l'État prend le contrôle des âmes des individus et les transforme complètement, d'où l'idée de créer l'homme nouveau. Et là, on s'entend, on entre dans une perspective comme celle-là, on sort complètement là, du libéralisme. Là. Absolument. Et ben, ça transpose aussi le caractère religieux quand même de Locke. Là. Je veux dire, quand même né en 1632. On s'entend, ça persistait quand même à son époque. C'est l'idée que même si la coercition peut, même si l'État réussit à avoir un système de coercition qui est efficace au point tel qu'il réussit à vous convaincre de quelque chose, lui, il dit, ben, finalement, au regard de Dieu, ça n'a pas d'importance. Mm. Il le dit dans d'autres mots. Là, vous comprenez que pour les bienfaits de la conversation, je paraphrase beaucoup ce que Locke dit, parce que si on cite le texte, le podcast va prendre une Ça, heure ça, 50 et ça plutôt va être, ça que... va être, ça va être un cours de 40 heures comme C'est ça, ça on va peut être avoir à l'université. Là. Ah oui. absolument, ça va être un cours de 40 heures. Mais ce sont quand même des idées assez centrales qui sont amenées dans cette lettre-là. Donc, ça l'amène tous ces principes-là l'amènent à faire quoi? Plaidoyer pour la tolérance religieuse. C'est un principe fondamental d'une société juste et civilisée. L'État n'a pas le droit d'imposer de religion Et, particulière. La liberté de conscience devrait être protégée. Bon, tout ça découle du postulat de base que l'État n'a pas à être maître de vos armes. Puis c'est un droit naturel, mais bon, il y a aussi des contingences politiques de l'époque. Il ne faut pas oublier non plus que Locke a vécu comme enfant la guerre civile anglaise Oui, entre 1640, 1642, qui a duré à peu près presque 10 ans, qui a influencé l'œuvre de Dobbs directement. Donc, une situation où il y avait un état de nature où les gens se faisaient tuer, donc des désordres. Puis aussi le fait que, bon, ben, à l'époque, l'Angleterre était, c'est l'Église anglicane, mais vous aviez aussi les rois qui ont succédé. Bon, vous avez Charles Ier qui a perdu la guerre civile anglaise, il s'est fait couper en deux. Oliver Cromwell a mis en place une forme de dictature et à sa mort, les Anglais ont décidé de demander au fils de Charles Ier de revenir régner, donc il est devenu Charles II. Puis à oui. sa mort, ça a été le roi James qui lui a succédé. Mais le problème, c'est que Charles II et James étaient non seulement secrètement absolutistes, donc ils cherchaient à nier les droits et les pouvoirs du Parlement, mais secrètement, c'était aussi des papistes, c'était aussi des catholiques. Donc ça créait là, imaginez là, la marmite, là, c'est en train de bouillir, puis il y avait le potentiel à ce moment-là qu'il y ait une deuxième guerre civile tout aussi violente que la première. Et c'est là que les Anglais ont été en mesure de faire ce qu'on appelle la glorieuse révolution. Ils ont été en Ouais. mesure de déposer
James Hmm. et de le remplacer par le roi Guillaume, qui a accepté, qui était un prince des Pays-Bas, qui était marié avec la fille aînée du roi James. Ils lui ont offert le trône anglais en échange de devenir essentiellement un monarque de façade, comme c'est le cas aujourd'hui avec le roi Charles III. Donc, c'est pour ça que des gens disent que le choix de son nom est un choix qui est en fait Ouais, ben c'est que les qui deux va- qui- premiers, ça s'est mal terminé. ça s'est mal Ouais, terminé, puis là, ben, malheureusement, ce qui lui arrive, ça peut aussi mal se terminer pour lui. Donc, c'est comme si le nom, comme roi, le nom de Charles était un peu maudit en Angleterre, en Grande-Bretagne. Mais bon, bref, la Glorieuse Révolution, ce que Locke a célébré, c'est les Anglais ont été en mesure de faire une révolution tranquille. Ils ont été en Mhm. mesure de changer le système politique sans qu'il y ait de guerre civile. Et le nouveau roi qui est devenu monarque, en échange du trône, a accepté de vraiment leur donner les pleins pouvoirs au Parlement, ce qui a vraiment garanti la mise en place d'une démocratie représentative comme l'Angleterre, la Grande-Bretagne a toujours aujourd'hui, qui garantit au maximum le respect des droits naturels des individus. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui a eu une grande influence sur la nécessité pour lui d'être tolérant à l'égard des différentes croyances religieuses, parce que l'Angleterre de cette époque-là entrait dans une dynamique où il y avait une multiplicité de gens qui croyaient à différentes divinités et qu'il fallait absolument mettre en place un modus vivendi qui pourrait enfin permettre à ces différents groupes-là de vivre pacifiquement les uns avec les autres. Donc, Ouais. d'où la raison pour laquelle il a insisté tant que ça sur la tolérance religieuse. Oui, puis tu sais, la tolérance pour Locke, c'est pas la tolérance de Justin Trudeau, là. C'est pas genre je me déguise en costume traditionnel pour, tu sais, puis je me mets un point rouge dans le front si je vois à tel endroit, puis je me fais tel autre. C'est pas ça, là. La tolérance n'implique pas une espèce d'admiration béate envers toutes les croyances irrationnelles de tout un chacun. C'est pas ça la tolérance. La Non. tolérance, c'est de condamner la persécution. Mhm. C'est ça la tolérance dans l'esprit de Locke. Donc, la tolérance religieuse, contrairement à ce que les gens qui critiquent le libéralisme veulent caricaturer, c'est pas genre des gens qui sont à quatre pattes devant des gens qui prient, orientés vers la Mecque ou je sais pas trop quoi. C'est de dire, ben, ces gens-là, ils ont des droits naturels et l'État n'a pas le droit de les persécuter Mhm. injustement. C'est ça, en réalité. Oui. Il dit, en fait, les individus devraient être libres de pratiquer leur foi sans crainte de répression. Ça, c'est écrit Oui. dans la lettre. Là. À moins que leurs Oui, croyances religieuses viennent porter atteinte aux droits naturels d'autres individus. Donc, ah, c'est ben, là, c'est ça. on parle de tolérance, mais c'est pas la tolérance à tout prix. Ben, Il y a une ligne exactement. rouge qui ne doit pas être franchie, puis dans l'esprit du libéralisme, les droits naturels des individus peuvent être restreints si les actions qu'ils sont en train de mener leur liberté négative, dans leur bulle, commencent à porter atteinte au droit à la sécurité, au droit à la vie Ben, ou d'autrui. Bon, prenons, mettons, l'exemple des crimes d'honneur, ce qu'on appelle les crimes d'honneur. oui, voilà. Ça, c'est pas une forme de tolérance raisonnable parce que C'est pas une forme la, de persécution d'empêcher ce type de exactement, croyance religieuse-là, parce que absolument. pour l'esprit du libéralisme, ça deviendrait une restriction raisonnable dans une société libre et démocratique, parce que cette croyance-là vient porter atteinte aux droits naturels d'autres individus. Puis, je peux vous donner une citation de Locke dans sa lettre. Il dit la chose suivante. Si les membres d'une Église voulaient immoler des enfants et s'abandonner hommes et femmes à un mélange criminel ou à d'autres impuretés de cette nature, faudrait-il pour cela que le magistrat les tolérât, parce que cela se ferait dans une assemblée religieuse? Point du tout. Mais si l'envie prenait à quelques personnes d'immoler un veau, je ne crois pas que le magistrat eût droit de s'y opposer. Le devoir du magistrat est seulement d'empêcher que le public ne reçoive aucun dommage et qu'on ne porte aucun préjudice à la vie ou au bien d'autrui. Donc ça, c'est très clair pour Locke. La Oui. tolérance, elle est importante, mais il y a aussi une ligne rouge à ne pas franchir. Et lorsque c'est le cas, ben, l'État, c'est la responsabilité de l'État d'intervenir pour restreindre ces comportements-là qui viennent Ben, brimer les droits naturels d'autrui. Ben, c'est ça, c'est que autant chez Locke, il y a la séparation des pouvoirs, et l'objectif de ça, c'est de balancer l'influence ou de contrebalancer les dérapes possibles de l'État. Mais il y a aussi un équilibre en matière de droits naturels, c'est-à-dire que le rôle de l'État, fondamentalement,
Oui, c'est de ne pas persécuter inutilement des gens, mais si les gens qui peuvent être persécutés le sont parce qu'eux-mêmes briment d'autres droits naturels, le droit à la vie, par exemple. Donc, vous pourriez pas. Tu sais, il y a fort à parier que, par exemple, quelqu'un comme Locke dirait que, je sais pas moi, d'arrêter un genre de Charkaoui qui fait des invocations Des quasi haineuses, tu sais, qui pourraient, tu sais, qui des incitations presque à des gestes criminels, ben lui, il pense pas que c'est de la persécution. Là, c'est de la projection qu'on fait, mais je donne un exemple. Ben, je peux donner une citation qui a rapport à ça. La coutume autorise les assemblées religieuses, et si et si vous les accordez à une église ou à une secte, pourquoi les défendriez-vous aux autres? Si l'on conspire dans quelques-unes de ces assemblées contre le bien de l'État ou que l'on y tienne des discours séditieux, il faut punir cette action de la même manière et non autrement que si elle s'était passée dans un lieu public. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans une église, une synagogue, une mosquée ou n'importe quel autre lieu de culte où vous tenez des discours séditieux. Par exemple, il faut prendre les armes puis aller couper la tête de tous les députés à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas dire ah, on a dit ça dans le Ouais. cadre d'un lieu de culte. C'est le principe de tolérance religieuse qui s'applique. Non, un instant. Ben, Vous avez le propos en tant que tel porte atteinte à la sécurité générale d'autrui. Il y a donc matière à intervenir. Donc, ça s'applique à la liberté d'expression. On a le droit de s'exprimer, et si on s'exprime on exprime des idées qui ne portent pas atteinte au bien d'autrui, à la sécurité d'autrui, il n'y a aucun problème. Mais si on tient des propos qui peuvent menacer la sécurité publique, qui peuvent menacer la vie d'autrui, ben là, on n'a pas le droit de parler de censure dans ce cas-là si l'État intervient pour restreindre votre liberté d'expression parce que vous avez dépassé une ligne rouge qui ne peut pas être ouais, franchie ouais, ouais. en démocratie libérale. Puis bon, Locke est aussi très clair là-dessus. Absolument. Ben, écoute, il y avait un peu, tu sais, quand il y a eu le débat sur la Charte des valeurs qui est devenue plus tard la loi sur la laïcité avec la CAQ, originellement avec le Parti québécois, il y avait un peu toujours ce faux débat-là où on disait, ben, soit en gros, vous reconnaissez que l'État devrait être neutre en matière de religion, soit vous êtes pour le multiculturalisme, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, Prosélytisme religieux. le prosélytisme religieux. Mais la réalité, c'est qu'un libéral comme Locke, c'est le premier à avoir dit que l'État devrait être neutre en matière de religion. Il y en a d'autres qui ont dit ça, mais je veux dire, il le dit lui-même explicitement. L'État n'a pas à prendre position en matière de religion. C'est juste que lui considère que, ben, considérerait, par exemple, dans ce débat-là, que les individus qui travaillent pour l'État, par exemple, ben, ils sont d'abord eux-mêmes avant d'être des employés de l'État. Et le fait de leur empêcher de porter, par exemple, un signe religieux ou quelque chose comme ça, ben, finalement, Ça ne vous porte pas les. atteinte au service neutre que l'État vous donne. Absolument. Et Ça ne vous porte avez, pas, ça porte pas atteinte non, au service neutre que l'État vous donne. Que vos enfants se fassent enseigner par une madame qui a un hijab, par exemple, ça, ou un pour monsieur avec un turban sur la tête, dans la mesure où la personne fait le travail de qu'on façon lui a neutre et demandé. objective qu'on lui a demandé. C'est là où la distinction se fait. L'individu est une personne religieuse qui a ses propres croyances, mais ça n'interfère pas dans le service public qu'il ou elle vous donne en matière d'enseignement ou n'importe quel autre service public. Et bon, mais c'est là où il y a un gros point de tension entre les laïcards très français qui appliquent une laïcité à la française, où on doit interdire tous les signes religieux ostentatoires dans les lieux publics, et une approche plus lockéenne, plus britannique, plus anglophone, qui, elle, fait la distinction entre, oui, mais ça va dépendre de quel signe religieux dont on parle et dans quel contexte aussi. Je donne l'exemple du kirpan que tout le monde connaît. Le kirpan, un petit couteau religieux pour les hindous sikhs. Donc, pour les hommes, ils doivent porter en tout temps ce petit couteau-là sur eux. Donc, évidemment, lorsqu'un enfant dans une école de Montréal l'a échappé dans la cour d'école, ben, les autres enfants ont freaké, puis les enseignants se sont dit, écoutez, c'est un couteau, ça vient à l'encontre de notre réglementation qui Ouais, faut interdit pas avoir d'armes, là, ouais. d'armes à l'école. Lui, il dit, ben, écoutez, ça fait partie de ma croyance religieuse. Bon, ben, dans un contexte lockéen, Locke aurait dit, d'accord, a priori, très bien, c'est ta liberté religieuse, d'accord, mais ta liberté religieuse, le fait de porter ce kirpan-là, est-ce que ça vient porter atteinte potentiellement
à d'autres droits fondamentaux, des droits naturels d'autres individus. Bon, essentiellement, oui, le droit à la sécurité, parce que un couteau reste un couteau. Ça peut potentiellement être dangereux. Dans une conception lockéenne, maintenant, la question, c'est vous avez deux droits qui sont en tension l'un avec l'autre. Avant de restreindre ton droit à la liberté religieuse, est-il possible de trouver un compromis qui permettra à la fois de satisfaire le droit à la sécurité puis ton droit à la croyance religieuse? Puis les juges de la Cour suprême ont statué que si le kirpan était porté d'une certaine façon, donc sous les vêtements, enrubanné dans une couche, des couches multiples de tissus et que l'enfant faisait la promesse de jamais le sortir de sous ses vêtements. Donc, une série de conditions comme ça, si ces conditions-là sont respectées, donc le droit à la sécurité des autres enfants va aussi être respecté. Donc, c'est possible de trouver un compromis dans ce contexte-là. Maintenant, est-ce que le même droit peut s'appliquer si vous prenez un vol commercial avec Air Canada ou Air Transat? Bien, évidemment, le contexte est différent. Puis, vous ne voulez pas prendre l'avion en sachant qu'il y a un individu qui porte sur lui un Un couteau couteau. qui lui permettrait potentiellement de détourner l'avion puis de l'écraser. Parce qu'on sait que depuis le 11 septembre, c'est possible de détourner un avion avec un coupe-ongle, tu sais. Donc, on doit faire preuve dans ce contexte-là. On doit être davantage prudent parce que le contexte est spécifique. Et c'est la raison pour laquelle les Sikhs ne peuvent pas porter un kirpan sur eux lorsqu'ils prennent l'avion. Donc, le contexte lockéen, c'est un type de laïcité qui doit prendre en considération le contexte dans lequel la liberté Ben, c'est ça. religieuse s'exprime, ce qui est totalement différent Mais de la loi sur la laïcité au Québec ou celle qu'on trouve en France, où c'est tous les signes religieux ostentatoires, quels qu'ils soient, qu'ils portent atteinte ou non aux droits naturels d'autrui, doivent être bannis des lieux ben, publics. c'est peut-être avec ça que j'aurais envie de conclure l'épisode. C'est que je pense que l'étude de textes comme celui-là et de la pensée de Locke montre une réalité qui, en tout cas, moi, je pense est un peu indéniable. C'est pourquoi les idées libérales sont-elles si difficiles à défendre auprès de beaucoup de gens? C'est qu'elles ne sont pas un prêt-à-porter mental. C'est pas, il n'y a pas de one size fit all, il n'y a pas de règles indépendantes, universelles, qui n'a pas de rapport jamais avec le contexte. C'est toujours une question de balance, d'équilibre, de raisonnabilité dans tel contexte précis. Est-ce qu'il est raisonnable de faire telle et telle chose? Et là, on se pose la question, est-ce qu'il est raisonnable pour quelqu'un, par exemple, sur un chantier de construction, de refuser de porter, par exemple, un casque de sécurité? Est-ce Pour qu'il des est, raisons religieuses? est-ce qu'il est Est-ce que raisonnable quelqu'un qui... de laisser un policier dans la GRC porter un turban au lieu de porter le chapeau Eh de oui, cowboy, le Stetson? C'est toujours du cas par cas, la c'est gestion ça. des droits Est-ce qu'il individuels est dans le contexte libéral. Ben oui, puis là, tu te dis, bon, OK, est-ce que quelqu'un, je sais pas moi, qui travaille dans l'alimentaire pour des raisons de salubrité, on pourrait lui interdire de porter la barbe plus longue que telle? Tu sais, c'est toutes des questions qui se sont posées. Mais je comprends très bien l'attrait de la position laïque à la française, c'est que ce sont des règles extrêmement strictes et applicables en tout contexte, à tout moment, indépendamment du contexte et de la bonne volonté de tout un chacun. C'est-à-dire, vous êtes juge, vous êtes professeur, vous êtes ci, vous êtes ça, pas de symbole, pas de ci, pas de signe religieux, pas de symbole, pas rien. Et c'est la règle pour tout le monde. Merci, bonsoir. Bon. Ce qui, au final, peut créer des restrictions qui peuvent être considérées comme étant déraisonnables par rapport à certaines croyances religieuses qui, lorsqu'elles sont exprimées, portent absolument pas atteinte aux droits d'autrui, là. Ben, surtout que moi, je trouve qu'elles font peser personnellement, je veux dire, je ne suis pas scandalisé par le fait qu'on empêche à quelqu'un de porter une kippa ou ce genre de choses-là en étant professeur ou juge ou quoi que ce soit. Par contre, ce que je sais, c'est que l'effet qu'on se rend compte aujourd'hui de ça, c'est que ça vise essentiellement des gens pour leurs croyances religieuses. Par contre, leurs croyances sociétales et politiques, elles sont libres de les afficher puis d'emmerder tout le monde avec ça, finalement. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui se fait inquiéter en ce moment parce qu'il affiche des symboles, Black Lives Matter, le drapeau LGBTQ, tout ça. Tout ça est très bien vu. Personne n'a aucun problème avec ça. De ce côté-là, il n'y a pas de laïcité.
Par contre, il ne faudrait surtout pas que la personne elle ait un fichu ou un signe qui est religieux. Vous comprenez qu'il y a comme un, un genre Deux poids, deux mesures. ben, il y a une répression des croyances à géométrie variable. Pourquoi la croyance? Qui a décidé que la croyance que les Blancs ont créé un système d'oppression systémique qui met à mal les minorités? Pourquoi est-ce que cette croyance-là ne doit pas être censurée de l'école ou de la place publique, comme l'est, par exemple, le fait de penser que Mohamed, à telle époque, a fait ci, a fait ça, et moi, c'est de ça que je me revendique, et comment vous faites pour le savoir? Ben, je porte tel symbole religieux. Vous comprenez que c'est des croyances pour quelqu'un qui n'est pas spécifiquement croyant ou qui est athée ou peu importe, si vous embarquez dans aucun de ces deux systèmes de valeurs-là, pour vous, ils sont probablement sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que moi, personnellement, la conception fluide du genre et Moïse a séparé les eaux, pour moi, ça a la même valeur en termes de connaissance. Là. Mais Ouais. ça, c'est ma c'est ma vision personnelle. Mais je sais lequel des deux est persécuté, par contre. Lequel Ouais. des deux doit être réprimé dans l'espace public. Et à mon avis, puis je pense que ce serait peut-être celle de Locke aussi, ben c'est la raison pour laquelle tu ne veux pas que l'État interfère en faisant en n'étant pas tolérant et en persécutant, c'est un peu pour ça. C'est que inévitablement, tu vas arriver à de l'arbitraire. Et là, on le voit là, en ce moment. Pourquoi est-ce qu'une femme avec un voile, c'est dangereux, mais Watso, c'est pas dangereux? On sort Qui, du con- qui, on, qui, on- qui a décidé ça, là? on sort du contexte de la raisonnabilité, puis on entre dans le contexte du ça me perturbe. J'aime Ouais, c'est pas ça. ça. Dans la subjectivité, là, c'est le principe subjectif de moi, j'aime pas ça, ça me rend mal à l'aise, donc il faut le bannir. Ben là, lorsqu'on ouvre cette porte-là, ben, ça devient une pente glissante, puis on n'est pas capable de s'en sortir. Là. Donc, on peut comprendre que oui, l'application du libéralisme tel qu'il est, ça va toujours être du cas par cas, ça va toujours entraîner, nécessiter des débats, mais c'est la nature même des choses, parce que toute action est unique en soi. Toute expression de sa liberté individuelle est unique en soi, puis les restrictions qui peuvent en découler, si elles doivent s'appliquer, elles doivent aussi être proportionnelles. Elles ne doivent pas être disproportionnées. Et ben ça, c'est ça. Ça implique des débats. Et puis, c'est peut-être aussi le reflet d'une société qui est incapable d'accepter de faire Ouais. face à ces débats-là et qui exigent la solution facile de principes qui s'appliquent mur à mur Oh, oui, et, c'est et sûr qui que c'est peuvent et qui peuvent entraîner des restrictions qui peuvent être considérées comme étant déraisonnables sur les droits de certains. ouais, Peut-être absolument. avant Oui. de terminer, je parlais de la Révolution américaine. Je pense que c'est très important d'en discuter, puis l'influence de Locke, parce que le principe clé des révolutionnaires américains, lorsqu'ils ont fait l'indépendance, lorsqu'on parle d'une société qui veut faire l'indépendance, parce que c'est une société qui est culturellement, linguistiquement, ou sur le plan religieux, qui est opprimée et qui a le droit de pouvoir s'autodéterminer dans ses sphères culturelles, linguistiques, etc., etc. Mhm. Donc, si on se place dans le contexte québécois, c'est exactement la raison pour laquelle les souverainistes québécois veulent faire l'indépendance du Québec. Or, au 18e siècle, les 13 colonies américaines parlent la même langue. Hein. Les Américains parlent la même langue que les Britanniques. Sur le plan des valeurs, des coutumes, c'est à peu La près religion, oui, la c'est ça. religion, c'est à peu près la même chose. Eux, les révolutionnaires américains, s'ils ont fait l'indépendance, c'était parce que le gouvernement britannique violait leur droit à la propriété. Oui. Donc, je disais tout à l'heure que c'est tout à fait normal de payer des taxes et des impôts pour pouvoir assurer le maintien de services publics, tant aussi longtemps qu'on y consent. Si on y consent, alors il Oui. n'y a pas de problème. Le problème avec les colonies américaines, c'est qu'elles n'avaient pas de représentants au Parlement britannique, puis le Parlement britannique leur imposait des taxes qui étaient spécifiques aux 13 colonies. Donc, eux, ils considéraient que c'était une violation de leur droit naturel à la propriété. Ils ont fait des représentations pendant des années et des années pour au moins avoir le droit d'avoir des représentants à Westminster, au Parlement britannique, ce qui leur a toujours été refusé. Et eux se sont dit, à partir du moment où un gouvernement prend un tout petit peu de notre propriété, une toute petite parcelle de notre liberté, puis on ne fait rien pour l'en empêcher, c'est le principe du on donne un doigt, le gouvernement va finir par prendre une main. On lui permet de Oui. prendre une main, le gouvernement va finir par prendre le bras au complet. Donc, le début d'une tyrannie comme ça doit cesser, on doit tuer ça dans l'œuf dès le départ. Et si le gouvernement britannique est incapable d'accepter
qu'on puisse avoir des représentants qui vont pouvoir parler en notre nom. Alors, on vit dans une société qui ne peut plus être libre. Et puis, à partir de ce moment-là, on a le devoir, la responsabilité de créer notre propre État qui, lui, va être davantage respectueux des libertés individuelles de tout un chacun. Donc, l'indépendance américaine, ça ne s'est pas fait sur des bases de principes d'autodétermination des peuples sur le plan linguistique ou culturel, comme on peut en entendre parler aujourd'hui. Ça a été une révolution philosophique. Ça a été Oui. l'application des principes de la philosophie de John Locke. Puis je disais au début du podcast, Thomas Jefferson, dans le préambule de la Déclaration d'indépendance, reprend mot pour mot l'expression que les individus ont un droit inhérent au bonheur, expression qui a été utilisée la toute première fois par Locke 100 ans auparavant dans ses écrits son essai sur l'entendement humain. Donc, ça, je trouve ça extrêmement important. C'est aussi l'influence, la politique active, la vraie politique que Locke a eue sur un événement, l'événement majeur du 18e siècle, la Révolution américaine, qui a été aussi le prélude, quelques années plus tard, de la Révolution française. Donc, tu sais, des individus qui peuvent, là, des philosophes qui peuvent avoir la prétention de dire « mes idées ont eu un impact réel sur des événements politiques ». Écoutez, vous avez Marx, vous avez Locke, puis nommez-moi, tu sais, ayez deux mains complètes de philosophes comme ça qui ont pu avoir une influence directe sur le cours Oui, il n'y en a pas tant des que ça. choses. Il Il n'y en a pas tant que ça. Donc, lorsqu'on pense à Locke, il faut aussi l'envisager dans cette perspective-là d'un individu qui n'a pas simplement développé des idées théoriques, mais ces idées théoriques ont aussi été appliquées là, directement dans le cadre d'un événement politique très marquant de l'histoire des sociétés occidentales. Écoutez, chers auditeurs, ça va clore ce 3e épisode de Dialogue. On se reparle dans quelques semaines pour un autre épisode. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, laisser des commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube, Patreon, peu importe la plateforme que vous écoutez. Et si vous avez des suggestions, ben, laissez-nous vos suggestions d'auteurs. John Locke, d'ailleurs, c'était un des noms qui revenait très souvent dans les commentaires. Donc, Vox Populi, Vox Dei. Ce sera ça éventuellement pour le prochain épisode. Donc, on est toujours très content de vous lire. Sur ce, ben, merci Jean-François d'avoir été là et merci aux auditeurs. On se reparle dans le prochain épisode. À la prochaine.